Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto-Sperber. Pourquoi des cours de morale laïque à l'école? Avec Ruvin Augien. Il faut enseigner la morale laïque à l'école primaire, au collège et au lycée, a déclaré avant l'été le ministre de l'Éducation nationale. Dans cette proposition, qui fleure la Troisième République, son idéal d'émancipation par l'éducation et par la méritocratie scolaire, on voit surgir un monde qui paraît aujourd'hui bien révolu. Le monde du Tour de France des 2 enfants, où les élèves se lèvent à l'arrivée du professeur, où riches et pauvres portent en classe la même blouse de toile grossière pour effacer toute différence sociale, où les petites filles deviennent infirmières et les garçons médecins, et où l'éducation, sans que nul ne le conteste, passe par l'humiliation et par le châtiment. Peut-on réintroduire cette morale laïque aujourd'hui, sans doute avec un autre contenu, et sans qu'elle puisse devenir une forme de bien-pensance? Merci Ruvin Augien d'être avec nous aujourd'hui pour aborder cette question. Vous êtes philosophe, vous avez publié de nombreux essais de philosophie morale et de philosophie morale expérimentale. Et sur le sujet qui nous occupe, un bref entretien dans Libération il y a quelques semaines. Un entretien au titre qui laisse peu de chance à cette proposition autoritaire et totalement inadaptée. C'est un peu une mythologie, cette affaire de l'enseignement de la morale laïque à l'école. Ça revient régulièrement. Oui, on peut vraiment parler d'un éternel retour. D'ailleurs, ce qui avait suscité mon envie de répondre à cet entretien, c'est que l'an passé, lorsque Luc Chatel avait fait une proposition à peu près similaire, j'avais écrit dans La vie des idées un texte où je disais tout le mal que je pensais de cette proposition. Et là, j'étais un peu plus embarrassé, puisque fallait donner du crédit peut-être à ce gouvernement, mais en fin de compte, et en dépit de toutes les modifications que le ministre veut introduire par rapport à cette proposition de l'an passé, elle revient à peu près au même, et on peut en effet parler d'un éternel retour de la morale à l'école. Mais de quoi est-ce le symptôme? D'un sentiment de perte de repères, de volonté de ressaisissement ou de redressement, pour reprendre une expression qui a du reste été employée par le ministre, qui ne vaut pas d'être surinterprétée, mais qui est tout de même très caractéristique? Il est vrai que mon sentiment, c'était que cette morale, elle n'est pas vraiment dirigée pour les lycéens d'Henri IV ou Louis le Grand. C'est plutôt une morale à destination des pauvres, comment dire les choses autrement, et donc elle a cette fonction, même si elle vient d'un ministre de gauche, elle s'inscrit dans ce que je pourrais appeler une sorte de guerre contre les pauvres qui vise à les rendre responsables de leur situation. C'est un vieux concept, celui qui consiste à blâmer la victime en disant que les véritables problèmes de l'école aujourd'hui ne sont pas les problèmes de moyens matériels, de programmes, mais des problèmes de comportement, de respect de l'autorité, de la dignité, donc au fond des problèmes moraux. Ce qu'on reproche donc en gros aux élèves, c'est d'être immoraux, et donc on va les redresser. Bon, c'est ainsi que je voyais les choses. Évidemment, après avoir un peu réfléchi, les choses sont un peu plus complexes, mais il reste quand même ce sentiment que c'est une morale dont on peut se demander à qui elle s'adresse. Et ma crainte, c'est qu'elle s'adresse en réalité aux plus pauvres, aux plus vulnérables. Tout dépend du contenu qu'on lui donne, car il ne faut pas oublier tout de même qu'il y a des phénomènes de grande violence dans l'école, de raquettes, des enfants plus vulnérables ou pris comme bouc émissaire sont violemment battus. Donc, ce sont sans doute des choses qui, en effet, se produisent beaucoup plus dans des écoles de banlieue ou dans des milieux défavorisés que dans les écoles du 5e arrondissement. Ça va de soi. Mais peut-on
concevoir que l'idée d'une morale laïque qui serait enseignée par un professeur est le bon moyen de lutter contre cela. Ça, c'est évidemment la question que nous allons poser. En tout cas, cette idée d'une morale à l'école apparaît dès la fin du XIXe siècle. Elle est supprimée en 1968, ce qui montre qu'il est difficile de dissocier ça d'un air du temps plus libertaire ou plus normé et rétabli dans les années 80. Alors, vous terminez votre entretien dans Libération en disant la seule note optimiste dans cette proposition, c'est qu'elle n'a aucune chance d'être mise en œuvre. En effet, elle a été confiée à une commission, donc on va assister probablement au phénomène bien connu de dissolution en commission. Il s'agit de réfléchir aux principes et aux règles de cette morale. Alors, de quoi peut-il s'agir ? En fait, si vous prenez ce qu'on appelle les grands principes du système éducatif français, l'obligation scolaire, la gratuité et la laïcité, celui qui semble poser le plus de problèmes conceptuels, peut-être pas pratiques, c'est le concept de laïcité. Et aujourd'hui, le débat philosophique met en dialogue deux conceptions de la laïcité, une conception qui serait plutôt stricte, et une conception ouverte. Alors comment les définir ? Ceux qui défendent plutôt la laïcité ouverte disent que la laïcité stricte est une sorte de dogme, un dogme positiviste, rationaliste et scientiste qu'on essaye d'imposer aux élèves, ce qui contredit la vocation de l'école qui est précisément de ne pas imposer un dogme. Et ceux qui défendent la laïcité ouverte, par opposition, disent qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'être neutre philosophiquement et de ne pas s'engager envers cette conception et essayer de trouver dans le concept, par exemple, de pluralisme ou de respect des différentes croyances, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, la justification intellectuelle de la laïcité. Mais tout ça ne concernant que l'espace public, bien sûr, parce que dans la sphère privée, les personnes font ce qu'elles veulent. Mais dans la sphère publique, la question est de savoir si on enseigne positivement la laïcité comme une valeur ou on se contente de supprimer toute référence religieuse, qui est la deuxième formule. Pardonnez-moi de le traduire en des termes peut-être plus accessibles pour nos auditeurs. Alors, moi, j'ai le sentiment que qu'au fond, c'est une erreur de présenter les choses ainsi. Je crois qu'au fond, qu'on soit partisan de la morale, de la laïcité au sens strict, comme vous l'avez redéfini, ou ouverte, il y a une différence entre la méthode, qui est dans les deux cas celle de la pensée critique. Lorsque vous lisez la circulaire de Duchâtel, ou les projets de Vincent Peillon, ils vont tous les deux mettre l'accent sur l'idée que ce qu'on essaie de transmettre à l'école, c'est la liberté, le libre examen, la liberté de penser, l'absence de dogme. Il n'y a pas de différence sur la méthode, au fond. Mais la différence, elle va porter sur les résultats. Je crois que ceux qui sont plutôt optimistes et ceux qu'on appelle les partisans de la laïcité stricte pensent que si on pense de façon critique, on aboutira à un accord. Un accord non seulement sur les conceptions de la justice, mais aussi sur le bien, sur comment il faut vivre, qu'est-ce qu'une vie heureuse, quel est le sens de la vie. Et puis ceux, qui sont pour une laïcité ouverte, comme je les définirais, ce sont ceux qui ne font pas ce genre de prédiction. Ils pensent que si nous commençons à discuter librement dans la pensée critique, nous arriverons probablement à plus de désaccords qu'à désaccords. Et donc, l'idée d'une morale laïque stricte, au sens où elle est proposée maintenant, je pense qu'elle est naïve épistémologiquement, si vous me permettez d'employer un mot un peu compliqué, c'est-à-dire qu'elle pense que la discussion libre aboutit à un accord. Oui, c'est une grande naïveté. Parce qu'aussi bien les faits que le raisonnement permettent de douter de cela. Alors, ce qui est frappant dans cette proposition, c'est qu'il s'agit tout de même d'un véritable enseignement, puisque le ministre a déclaré que cet enseignement devait être cohérent, évalué et se répartir en une forme de programme dans tout le cursus scolaire. Ne peut-on pas tout de même s'étonner du fait que l'école qui a aujourd'hui une certaine difficulté à faire ce qui justifie son existence, pour l'école primaire en tout cas, apprendre aux enfants à lire et à écrire, rappelons qu'un tiers des enfants quittent l'école primaire avec des difficultés dans la maîtrise de l'écriture, de l'orthographe en particulier. Pourquoi se lance-t-elle dans l'apprentissage de questions qui sont encore assez controversées en France et où elle n'est peut-être pas le mieux armée?
Là, en effet, on est obligé de faire des hypothèses sur ce qui justifie un programme dont les chances de réalisation sont en effet très faibles. Vous évoquiez au début le climat de violence qui existe dans certaines écoles et que de nombreuses enquêtes documentent. Certainement, bon, évidemment, là aussi, il y a une part d'exagération qui est due à la focalisation que nous avons sur ces faits, qui sont souvent des faits divers. Mais évidemment, plus on va décrire l'école comme un enfer d'incivilité, de violence, plus cette solution qui consiste à enseigner la morale paraît inapplicable. Donc il y a un paradoxe entre ce qui justifie le retour de la morale à l'école, c'est de présenter l'école comme un enfer, mais si c'est un enfer, je ne vois pas très bien comment la morale pourrait... Si le mal est aussi grave et sérieux, le remède qui est proposé a quelque chose un peu prêcha dont on peut être sûr qu'il sera inefficace. Alors là, c'est certain. Le paradoxe vient du fait que c'est la description catastrophiste elle-même qui invalide la solution qui est proposée. Enfin, il faudrait voir les faits et examiner les situations, mais ces faits divers, peut-être des faits extrêmement traumatisants pour certains enfants. Tout de même, on peut pas l'ignorer. Alors évidemment, on a tendance à penser que un gouvernement de gauche a peut-être besoin, surtout aujourd'hui, dans une sorte de travail de sape très fort des députés de droite ou même des députés d'extrême droite, d'affirmer son engagement envers les valeurs, les normes morales, les principes. Vous parliez d'un programme donc, qui couvrirait finalement toute la scolarité, alors que le programme de Luc Châtel était destiné aux écoles primaires simplement, qui ferait l'objet d'examens, de notes. Donc c'est vrai qu'il y a là tout un arsenal pédagogique beaucoup plus sérieux en principe, mais il nous resterait à savoir quelle morale enseigner. C'est là que nous allons arriver au cœur du sujet, si vous voulez bien. D'abord, laïque. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, morale laïque? Parce qu'après tout, il y a une morale religieuse qui, à peu de choses près, est la même chose que la morale laïque, et qui est la morale tout court. Hein. Bon, enfin, vraiment, respecter le prochain, considérer que l'être humain a une très grande valeur, avoir des comportements charitables, savoir pardonner, tout ça, c'est le fond de la morale chrétienne, de la morale de l'Évangile, et personne n'aura de difficulté, en tout cas, à reconnaître dans cette tradition judéo-chrétienne. D'ailleurs, la morale de l'Évangile est la retraduction d'une morale stoïcienne qui était déjà extrêmement répandue, de la prédication stoïcienne. Personne n'aura de mal à reconnaître un fond de morale fondamentale, en tout cas assez partagée. Mais le ministre a dit il faut une morale universelle fondée sur les idées d'humanité et de raison qui permettent de comprendre ce qui est juste et de distinguer le bien et le mal. Donc là, on arrive à des notions en lesquelles vous êtes expert et vous avez trouvé sans doute une forme de superposition abusive entre le juste et le bien, Ruvanogien. Oui, mais au fond, d'abord, l'idée qu'on pourrait justifier ces principes que dans l'histoire de l'éducation morale à l'école laïque, on appelle la morale commune, un terme que reprend le ministre de l'Éducation nationale, c'est une affaire évidemment de justification. C'est-à-dire que nous avons exactement les mêmes principes, simplement sur la base de quoi allons-nous les justifier ? Ça peut être des commandements divins, mais le principe, c'est pour ça que j'insistais sur cette question de méthode, c'est que dans la morale laïque, on est censé justifier exactement les mêmes règles, quoi, en gros, à partir de la pensée critique, sans se dire que la pensée critique peut aller suffisamment loin, même pour contester l'idée même qu'on arrivera à un accord sur ces questions. Mais je laisse cette question de côté, c'est le paradoxe qui existe depuis que Jules Ferry a proposé ces programmes, comment enseigner sans dogme quelque chose qui ressemble à un dogme. L'idée, vous sépariez vraiment très justement le mot moral dont nous avons essayé de caractériser ce que peut dire laïque, donc essayer de justifier des règles par des principes qui sont ceux de la réflexion critique, du libre examen, de la pensée libre plutôt que par des commandements divins. Mais l'autre partie de l'expression morale pose des problèmes aussi, car en réalité, des morales laïques, il y en a plusieurs. Des morales laïques, il y a des morales du plaisir qui nous recommanderaient de jouir sans entrave. Il y a aussi des morales de la paresse dont Lafargue s'était fait l'avocat. Alors je me demandais ce que ça donnerait si à l'école on enseignait comme morale laïque de profiter de chaque jour ou de rien faire, et la question n'est pas simplement celle donc des contenus que nous allons donner. Il y a aussi le problème plus général des théories que nous allons défendre. L'utilitarisme est une morale laïque.
comme le kantisme, et l'utilitarisme pourrait recommander par exemple la torture en temps de guerre ou le clonage reproductif si ça pouvait contribuer au bien de l'humanité. Je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit dans les projets du ministre de l'Éducation nationale d'enseigner l'utilitarisme, qui est une des morales laïques qui s'est toujours revendiquée comme telle. Donc voyez-vous, nous avons le problème de la justification, le problème de la pensée critique, le problème de ce paradoxe, aussi du fait que nous avons plusieurs morales laïques concurrentes, entre lesquelles il faut donner des raisons de trancher. Et là, apparemment, en dépit de ses grandes compétences philosophiques, cette question n'est pas venue, si vous voulez, sur la table, de savoir quelle morale laïque. Donc nous avons un problème qui est de savoir pour qui cette morale, et aussi quelle morale nous allons enseigner. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors, il y a aussi la question du juste et du bien, sur laquelle nous allons peut-être revenir. Car en effet, morale laïque, ça veut dire une morale qu'on voudrait émanciper ou distincte d'un enseignement proprement religieux, mais c'est ignorer d'abord le fait que cette morale laïque, elle ne s'est pas créée à partir de rien, elle s'est quand même créée à partir d'un fond de socialisation, de partage de normes qui avait une certaine forme d'évidence. Elle l'a explicité, elle l'a justifié autrement, mais comme vous le rappeliez, le contenu est le même. Cela dit, aussi bien le kantisme que l'utilitarisme, qui sont les deux grandes morales, en effet, laïques, partent d'une compréhension de ce qu'est, pour finir, le bien humain, que ce soit le bonheur, maximiser le bonheur pour une collectivité dans la question dans la perspective utilitariste, ou bien considérer que, mais ça c'est plus controversé, mais on pourrait le défendre aussi, que la conformité à une loi caractérisée par des traits formels est aussi une forme de bien. Donc il y a cette décision massive à prendre avant de savoir quelle est la morale laïque que l'on choisit. Donc votre argument est de dire que même si on met complètement de côté la justification religieuse, on se trouve face à une palette de choix en termes de... Et pour revenir aussi à ce que vous évoquiez à propos des racines religieuses, personnellement, je suis plutôt pour une tentative de construire une morale qui ne s'appuierait pas sur des commandements divins, mais et comme cela a été dit, la tentative de construire une morale sur une base de justification qui ne soit pas religieuse est assez récente, et nous sommes encore en train un peu de patauger. Nous essayons de mettre ensemble des conceptions que nous croyons rationnelles, qui sont construites, comme vous venez de le dire, sur des principes complètement différents, le bonheur du plus grand nombre pour l'utilitarisme, ou des principes comme celui de la dignité humaine pour Kant. Il faut aussi, moi je ne serais pas contre un enseignement, si vous voulez, de toute cette variété à l'école. Après tout, si vous voulez, ça nous donnerait du travail à nous, philosophes qui nous intéressons aux questions éthiques, mais ça serait un enseignement finalement qui serait un enseignement qui ne déciderait pas sur le contenu de la morale laïque, ce qui est tout à fait différent de ce qui est proposé dans les programmes présents. Ce qui est demandé là, par les déclarations que nous avons entendues, c'est d'apprendre aux enfants à comprendre ce qui est juste. Là encore, il suffit de peut-être se rapporter au code qui existe déjà, mais distinguer le bien du mal. Oui. Ça, malheureusement, pour tous ceux qui s'occupent de morale, mais pour toute personne qui vit dans un monde passablement complexe, qu'il soit personnel ou collectif, c'est une tâche infinie. Et la vie entière n'y suffit pas. À distinguer le bien du mal dans un monde complexe, c'est quand même très difficile. Ce qui m'a plus surprise, c'est que il est demandé d'enseigner aux enfants, d'apprendre que certaines valeurs sont plus importantes que d'autres. Donc les valeurs de connaissance, de dévouement, de solidarité sont plus importantes que les valeurs d'argent, de concurrence et d'égoïsme. Cette formulation m'a un peu surprise parce que, bien sûr, on peut pour finir considérer que l'argent est le seul bien de la vie, mais dans cette sorte de consensus moral à partir duquel inévitablement nous travaillons, lorsqu'on dit que l'argent est la seule valeur, on se met en position quand même de dissidence. Ça va de soi. C'est pas du tout compris dans le consensus moral. Alors n'y a-t-il pas tout de même aussi subrepticement une tentative d'établir une fausse équivalence entre des valeurs afin de justifier la nécessité d'un enseignement qui permettrait de les distinguer ?
Là, je reviendrai, bon, c'est peut-être toujours le même thème. Moi, ce que je trouvais embarrassant, c'était comment arrive-t-on à cette sélection des valeurs à partir de la simple pensée critique? Est-ce qu'elle est suffisante? Et là, comme vous le disiez, il y a probablement des principes qui sont introduits subrepticement. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je pense qu'il faut simplement être conscient du fait que le raisonnement général, le raisonnement philosophique qui est à la base de cette conception de la morale laïque est défectueux parce qu'il est entièrement construit ou croit être construit sur l'idée de la pensée critique, qui peut aboutir aussi à justifier d'autres choses que ces valeurs, à mon avis, du moins. Mais alors, des préceptes comme ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'autrui te fasse, respecte tes promesses, sois conscient du fait que ta liberté commence là où s'arrête celle des autres, ou plutôt que la liberté des autres commence là que la tienne doit s'arrêter là où commence celle des autres. Ces règles-là, ce sont des règles qui, d'une certaine manière, pourraient prétendre à être le résultat d'une élaboration rationnelle, car ce sont des règles qui paraissent nécessaires au fonctionnement collectif. On ne peut pas construire un système de confiance, on ne peut pas construire un système d'interaction qui donne une certaine solidité aux engagements dont toute société a besoin pour fonctionner de manière optimale, sans des règles de fonctionnement de ce type. Oui, on pourrait dire que, comme le font certains penseurs évolutionnistes, que c'est simplement des principes qui ont été sélectionnés par l'histoire de notre espèce, tout simplement parce qu'autrement, elle n'aurait pas survécu. Mais bon, au fond, on pourrait dire que ce sont des valeurs qui sont purement instrumentales et prudentielles, et dont la valeur morale pourrait être contestée. D'accord, mais est-ce qu'il serait inutile d'expliciter ces règles de comportement collectif en insistant sur leur importance, sur le fait qu'il n'y aurait sans doute pas eu de coopération humaine sans que ces règles se retrouvent en position d'instrument précisément? Est-ce que cela ne peut pas avoir une utilité? Parce qu'après tout, on peut imaginer, devant le désarroi qui est celui de beaucoup de professeurs et d'adultes, devant la violence qui se répand en particulier dans l'espace scolaire, ne peut-on pas imaginer que le rappel de ces règles, la discussion libre autour de ces règles, la tentative de justification, comprendre le rôle qu'elles ont joué, peut avoir tout de même un effet positif? En tout cas, on ne peut pas écarter cette possibilité. Non, mais j'essaierai plutôt de mettre en rapport ces règles, qui peuvent être justifiées de façon prudentielle, qui peuvent être justifiées par l'histoire de l'espèce, qui peuvent être justifiées aussi par des principes comme le principe du respect de la dignité d'autrui ou le bonheur du plus grand nombre. Nous avons toutes sortes de justifications. J'essaierai plutôt de les mettre en rapport avec notre engagement vers une société démocratique. C'est ça qui... Et là, j'abandonnerai, si vous voulez, le terrain de la pure justification évolutionniste, prudentielle ou rationnelle, excusez-moi d'employer tous ces grands mots, mais de dire que, au fond, si nous voulons une société démocratique, une société dans laquelle l'égalité et une certaine forme de liberté individuelle, des mœurs, etc., prospèrent, alors nous avons besoin de toutes ces règles. Maintenant, la discussion sur les justifications de la démocratie, notre engagement vers la démocratie est à nouveau une question ouverte. Est-ce qu'on peut justifier au nom de la rationalité? Ça c'est fait. D'autres sont un peu moins optimistes à propos de la justification. Mais en tous les cas, j'essaye de mettre en rapport le fait que notre école est une école qui est démocratique en principe, ou qui doit faire prospérer des formes de démocratie, qu'elles soient libérales ou sociales. Voilà le point qui me semble le point principal. On ne peut pas ignorer que dans beaucoup de classes, enfin surtout dans des milieux défavorisés, le fonctionnement collectif dans une classe est devenu un pur rapport de force. Donc d'une certaine manière, qu'on rappelle cela, et il faut tout de même ne pas prendre qu'en négatif ce que le ministre Vincent Peillon a exprimé. Il y avait aussi dans son esprit l'idée que ce sont les principes du fonctionnement démocratique au sein de toute collectivité qui devaient être examinés. Simplement, ce qui fait l'objet de notre discussion, c'est de savoir si cela avait besoin d'être étiqueté avec une morale laïque, et s'il y avait une claire conscience de ce à quoi ça allait nous engager. Si vous voulez, l'un des conflits ça nous engagera peut-être un peu plus loin dans notre discussion sur le mode d'organisation de l'école, c'est que il est vrai que d'un côté, les valeurs qui sont censées être transmises par ces cours sont celles que vous avez évoquées, donc d'altruisme, de tolérance aussi, de sens du bien commun
Mais en même temps, de respect d'autrui dans sa mais la particularité. réalité de l'école, ça a été souvent mis en évidence par la sociologie de l'éducation, c'est quand même celle de la compétition, de la réussite individuelle, de l'évaluation à outrance, de la hiérarchisation des élèves, des établissements, la ségrégation, parfois, comme vous le disiez aussi, l'humiliation, le rejet de l'altérité. Donc, il y a aussi une sorte de conflit d'exemplarité entre ce qu'on veut enseigner comme valeurs qui sont des valeurs d'entraide, de collectivité, de coopération, et l'accent qui est toujours mis sur la réussite individuelle. Même si c'est peut-être plus toujours le cas, puisque les professeurs, je crois, sont très sincèrement engagés, pour la plupart d'entre eux, dans la volonté de faire réussir tous leurs élèves, et pas simplement de les placer dans une compétition, en effet, qu'on trouve dans les meilleurs lycées. Ça c'est certain aussi. Et ce qui me soucierait plus, c'est le désaccord entre cette prescription et le monde, tout simplement, dans lequel vivent les enfants. Ne parlons pas de la télé-réalité, de la télévision, de l'Internet, où se déchaînent, et certains restent des heures devant cela, de toute autre manière de vivre, de toute autre manière d'organiser les comportements, et donc de toute autre norme. Donc c'est comme si on mettait un frêle esquif sur un rapide qui, de toute façon, a déjà entraîné toutes les habitations et tous les rochers. On se demande si c'est le bon moyen. Alors vous insistiez tout à l'heure sur le fait que le travail de justification, de rationalisation est essentiel. En effet, on peut se dire qu'au fond, le premier enseignement moral, c'est le sens de la rigueur, de la juste dénomination et l'esprit critique. Ne rien accepter qui ne soit vérifié. Or, et j'aimerais que nous concluions là-dessus, ne sommes-nous pas dans une société où c'est la valeur de la vérité, de l'argumentation et de la solidité des raisons qui est enfin régulièrement sapée. Alors, est-ce que le premier objet d'un enseignement, d'une didactique à l'école, ne devrait pas porter sur la réaffirmation de cela, d'abord ? Bien sûr, évidemment, on ne peut pas faire porter sur le système éducatif l'ensemble de l'éducation. Comme vous le disiez, les élèves sont exposés à des informations de toutes sortes de sources, qu'elles soient d'ailleurs familiales, pas simplement la télévision, le milieu. Et donc, au moins, on peut demander que l'école, en effet, satisfasse à ces exigences. En étant optimiste, on se dit que ça donnera quand même quelque chose. Et si on un peu moins, c'est-à-dire si on est moins naïf sociologiquement, c'est-à-dire si on a l'impression que cet enseignement n'est pas une barrière suffisante devant les autres informations, eh bien, on restera pessimiste sur cette question. Et puis en respectant l'enseignement de l'histoire et de la littérature, qui est tout de même peut-être la meilleure matière d'apprentissage moral. Au fond, la question de l'apprentissage des savoirs, du patrimoine culturel est une question extrêmement importante à différents égards. Là aussi, est-ce qu'elle nous donnera les résultats attendus en termes d'éducation citoyenne ou démocratique? C'est une question qui, pour moi, reste ouverte. Si vous voulez, à côté de cette naïveté épistémologique de croire que la raison va aboutir à nous faire endosser ces valeurs que tout le monde peut apprécier, il y a aussi une sorte de naïveté sociologique à croire que si on a ces valeurs, on va agir bien. Et non, ça non plus, malheureusement. Nous ne pouvons pas le garantir. C'est un autre sujet. Merci, Reuven Ogien, pour cette discussion. Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto-Sperber. Liberté négative et volonté d'égalité, avec Reuven Ogien. Comment définir la liberté ? Est-elle sans bornes et sans normes? Nous permet-elle d'imposer, dans certaines circonstances, notre loi à autrui? Et quelles sont les puissances légitimes pour limiter la liberté? La puissance de l'État? Ces questions sont au cœur de l'essai que Reuven Ogien vient de publier aux éditions Gallimard, Folio Essai. L'État nous rend-il meilleurs? Avec en couverture une étiquette « Nuit gravement à la santé ». Merci Reuven Ogien d'être avec nous. Vous êtes un invité régulier des questions d'éthique pour notre plus grand plaisir.
Et cet entretien va nous donner l'occasion de reprendre un certain nombre de vos thèses et d'en montrer toute la portée. D'abord, votre livre apporte une critique d'une définition courante et commune de la liberté politique pour en proposer une autre, plus étroitement associée à la notion de liberté individuelle. Oui, en effet, le but de mon travail était au fond de réhabiliter une certaine conception de la liberté politique, qu'on appelle la liberté négative, qui a été associée à un certain courant du libéralisme dans les années 60, puisqu'elle a été développée, formalisée par le philosophe anglais Isaiah Berlin. Mais c'est une notion qui avait déjà été expliquée, définie par Benjamin Constant dans son opposition entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Et cette notion de liberté négative est une notion qui est assez restrictive, qui paraît assez pauvre, minimale de la liberté politique. Et elle consiste au fond à définir la liberté comme étant le fait de ne pas être soumis à la volonté d'autrui. Et du fait qu'elle implique autrui dans sa définition, que ce soit les autres de la société ou l'État en tant qu'institution, elle s'oppose à la conception, disons, métaphysique, je dirais, de la liberté, qui ne s'intéresse non pas à ce qui est désirable ou indésirable, ce qui est obligatoire, permis, interdit, mais à ce qui est possible ou impossible, nécessaire ou contingent. Donc je me suis intéressé à la liberté politique en tant qu'elle essaie de déterminer ce qui est obligatoire, permis ou interdit. Alors j'insiste sur l'importance de cette thèse parce qu'on a quand même tendance communément à associer à la notion de liberté politique un contenu riche de la liberté et pas un contenu qui se limite à la non-interférence d'autrui. Donc vous prenez le contre-pied de cette habitude en soulignant que la liberté négative est une véritable définition de la liberté politique au sens où c'est la notion de liberté qui est la plus désirable dans le contexte d'une vie politique, d'une vie en société. J'insiste sur cette thèse qui est tout de même pas déjà un véritable engagement. J'essayais de montrer qu'il y avait différentes conceptions de la liberté politique et que parler de politique en ce qui concerne la liberté ne signifiait pas nécessairement s'orienter vers l'idée d'une vie en commun, d'un projet collectif, d'une visée vers le meilleur, vers celle de l'amélioration de soi-même, tout ce qu'on met derrière l'idée de liberté positive. Et considérer que la liberté négative, c'est-à-dire l'absence d'interférence d'autrui dans nos vies ou l'absence d'obstacles à ce que nous voulons, n'est pas quelque chose qui va contre la liberté politique, mais c'est une autre conception de la liberté politique qui s'oppose à cette conception riche et positive de la liberté politique qui occupe, je crois, tout l'espace de la pensée politique aujourd'hui. On envisage toujours l'idée du politique comme celle du vivre ensemble, de l'être en commun, du collectif, de l'action en vue de l'amélioration, et on exclut l'idée de la liberté négative, cette idée minimale du champ du politique. Dans la définition de la liberté négative, vous dites que les contraintes qui portent atteinte à notre liberté négative sont purement extérieures. Ce sont celles que nous impose la volonté d'autrui. C'est-à-dire, vous excluez par là toutes les contraintes que nous pourrions considérer comme légitimes et qui viendraient de nous, notre liberté consistant à dominer ces contraintes. Alors là, vous vous inscrivez clairement contre la définition commune de la liberté positive. On peut résumer cette opposition dans une formule que Isaiah Berlin emploie d'ailleurs, c'est que ou bien nous concevons la liberté comme nous affranchir de nos chaînes et ne plus avoir de maître, ou bien définir la liberté comme être maître de soi. Et qu'est-ce que ça veut dire être maître de soi ? De ses passions, de ses désirs non réfléchis, de ses croyances fausses, disons de tout un ensemble d'états mentaux qui sont dirigés vers le faux, vers l'indésirable. Mais ça veut dire concrètement qu'on peut être libre en apparence, sans subir d'interférence, de domination ou quoi que ce soit, tout en étant complètement esclave si on est dominé par ses passions, ses pensées fausses, ses désirs, ses pulsions, etc. C'est-à-dire que, oui, il y a en effet cette idée dans la maîtrise de soi que on réhabilite une opposition très ancienne dans l'histoire de la philosophie entre la liberté et la licence. Donc, pour revenir à la définition de la liberté positive, il y a en effet cet aspect très important, mais qui appartient fortement à la tradition philosophique de maîtrise des passions et des désirs, mais un autre sens très fondamental qui est au cœur précisément de la liberté des anciens, telle que la définissait Benjamin Constant.
c'est-à-dire la capacité de participer Oui. à un projet politique. Oui, ça aussi. Les deux n'étant pas conceptuellement en rapport de manière évidente, peut-être. Oui, vous avez bien raison de le préciser. J'ai essayé de montrer qu'en fait, dans un article extrêmement célèbre du philosophe canadien Charles Taylor, dont le titre était « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond, qu'est-ce qui ne va pas dans la liberté négative ?» essayait de mêler en effet ces deux aspects qui, en fin de compte, rendaient sa critique assez confuse. Il parlait à la fois de la liberté positive comme maîtrise de soi, maîtrise de ses passions, maîtrise de ses désirs, et aussi comme la participation politique et la soumission à certaines obligations politiques, et surtout cette tension vers le vivre ensemble, le bien commun et l'amélioration non seulement de sa vie personnelle, mais celle de la communauté à laquelle on appartient. Donc, il y a une visée de la liberté positive, qui est une visée communautaire, une visée dans laquelle le bien dont il est question, ce bien positif, ce meilleur, est celui de la communauté, pas simplement celui des individus. Et l'argumentation glisse dans le texte de Charles Taylor de l'une à l'autre. Sa conception de la liberté positive est une conception dans laquelle le bien qu'on doit viser pour être libre n'est pas simplement notre bien personnel, mais aussi de la collectivité à laquelle nous appartenons. Alors, nous n'allons pas poursuivre l'analyse philosophique sur ce point trop loin, parce que ça deviendra extrêmement technique, mais je crois qu'il est tout à fait important que pour nos éditeurs de comprendre que ce qui caractérise de la manière la plus forte le concept de liberté positive, c'est précisément que la compréhension de la liberté est nourrie d'évaluations normatives. Est-ce légitime? Est-ce non légitime? Vous pensez que c'est totalement non légitime pour définir la liberté? Moi, à ce stade, nous n'allons pas nous prononcer sur cette question, mais il reste que ces déterminations normatives ou conceptuelles sont très fortement présentes. Et il n'y a pas de conception de la liberté positive, en quelque sorte, qui soit donnée et non consensuelle. Elles sont nourries d'options philosophiques. Oui. Tandis que la notion de liberté négative paraît assez claire, pas d'interférence d'autrui. Et là non plus, me semble-t-il, la liberté n'équivaut pas à la licence, parce que la licence, c'est faire tout ce qu'on veut, tout ce qui plaît, pour reprendre l'étymologie latine. Or, la liberté négative est une liberté limitée par le système de coexistence politique, qui est dû à la présence d'autrui et aux légitimes aspirations d'autrui. Donc, la différence liberté-licence vaut pour les deux concepts de liberté. Dans la mesure où la licence, en fait, telle que je la conçois, implique également le fait de se nuire à soi-même, de se suicider, de se droguer, etc. Bon, c'est une partie que j'essaie de développer parce qu'en effet, cette implication dont vous parlez, elle est importante. Il faut répondre à cette question. Donc, lorsque j'essaie d'opposer liberté et licence, c'est aussi parce que dans la tradition philosophique, la différence entre le rapport à l'autre et le rapport à soi n'est pas toujours très clairement établie. C'est le cas chez Locke, qui, entre autres, condamne le suicide. Donc, j'ai essayé de distinguer vraiment très clairement les deux et de laisser cette liberté de faire ce que nous voulons de nous-mêmes, à laquelle je tiens et qui fait partie de la conception que j'essaie de défendre en général, tout en reconnaissant, bien sûr, comme vous l'avez souligné, que les limites de cette liberté, c'est la liberté de l'autre, le fait de ne pas lui causer de tort. Alors, revenons à la notion de liberté négative, qui est une notion en fait beaucoup plus complexe qu'il ne semble. La non-interférence d'autrui ne suffit pas à en résumer la richesse conceptuelle. C'est une situation que vous remarquez d'emblée en faisant référence à des travaux d'autres philosophes contemporains. Nous pouvons nous trouver dans une situation de domination, une situation d'esclavage par exemple, tout en étant abandonnés dans un jardin et sans que nul n'exerce la moindre interférence sur nous. C'est pas pour autant que nous serions libres, même au sens négatif. Alors, comment peut être approfondie ou rendue plus complexe cette notion de liberté négative ? La critique la plus systématique, la plus intelligente, qui a été faite de la notion de liberté comme non-interférence, l'absence d'obstacle à nos actions, à ce que nous voulons, qui était la définition de Isaiah Berlin, a été proposée, entre autres, par le philosophe australien Philip Pettit, qui essayait de nous faire comprendre que, d'une certaine façon, il peut y avoir non-interférence dans nos vies
sans qu'il y ait, au fond, liberté, et qu'il peut y avoir des interférences avec la liberté. Alors, essayons d'expliquer cela. Il peut y avoir non-interférence dans nos vies alors que nous ne sommes pas libres si, par exemple, le maître, la personne dont nous sommes esclaves, est bienveillant, paresseux, négligent, nous laisse de côté, comme vous l'avez dit, dans notre jardin, ou oublie simplement d'intervenir. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas notre maître. Et si nous définissons la liberté politique comme étant celle de ne pas avoir de maître, eh bien, c'est une notion qui s'applique à tous les maîtres, même les maîtres paresseux, les maîtres bienveillants, ceux qui n'interviennent pas, ceux qui ont oublié de faire leur travail de maître. Donc voilà, une situation claire dans laquelle il pourrait y avoir, des situations claires dans lesquelles il pourrait y avoir non-interférence sans qu'il y ait liberté. Et à l'inverse, ces philosophes que nous avons évoqués considèrent que certaines interférences, en particulier celles de l'État ou de la société qui vont dans le sens de nos intérêts les plus profonds, ne sont pas des interférences qui font obstacle à notre liberté. Donc nous avons deux cas, l'un dans lequel il n'y a pas d'interférence, mais nous ne sommes pas libres, et d'autres dans lesquels il y a interférence, mais nous sommes libres. Voilà en quoi a consisté la critique de la notion de liberté comme non-interférence. Et c'est ainsi qu'une autre notion de liberté négative est apparue, la liberté comme non-domination, qui consiste en fond à dire que la liberté, c'est ne pas avoir de maître, mais n'importe quel maître. Alors la deuxième partie... Il peut y avoir des interférences légitimes, celles qui sont pour notre bien. Mais avec cette notion d'intérêt profond, ne retrouve-t-on pas quelque chose qui est au fond assez proche de ce que nous avions analysé dans les libertés positives ? C'est exactement l'angle d'attaque principal de mon livre. On peut dire, bon, c'est difficile d'apporter quelque chose à ces débats complexes, anciens, etc. Mais c'est essayer de montrer que cette deuxième partie, c'est l'idée qu'on reste libre si l'État interfère, mais dans le sens de nos intérêts profonds, était au fond une espèce d'emprunt illégitime à la notion de liberté positive et qui contenait exactement les mêmes inconvénients que la notion de liberté positive en général, la tentation du paternalisme, une certaine idée du perfectionnement humain qui est contestable, puisqu'il y a différentes façons de réaliser ce bien. Donc, j'ai pensé que nous pouvions emprunter, ou si vous voulez, sauver la notion de liberté comme non-domination de cette idée de liberté positive. C'est-à-dire de la purifier complètement de l'idée de liberté positive, c'est-à-dire cette deuxième partie, que si l'État ou la société interfère dans le sens de nos intérêts profonds, alors nous restons libres. Ça, c'est ce dont j'ai voulu me débarrasser pour ne conserver que la première partie. Ça veut dire, et c'est quand même une rupture par rapport à une certaine tradition philosophique, qu'il est faux de prétendre que nous sommes libres quand nous nous soumettons à des lois légitimes. Parce que certains, je crois que c'est le plus célèbre, le grand philosophe du XVIIIe siècle que nous connaissions bien, Jean-Jacques Rousseau, avait élaboré une thèse assez proche de celle-ci, c'est-à-dire qui était une sorte, qui d'un point de vue moral est évidemment tout à fait, qui marque très profondément les inspirations kantiennes de la philosophie politique. La soumission aux lois que nous nous sommes prescrites ou aux lois que nous considérons comme légitimes est une des formes de notre liberté réelle. Vous considérez d'une part que ça ne fait pas partie en tant que tel, ce n'est pas un élément conceptuellement qui définit la liberté, et par ailleurs, vous considérez que cette capacité de se soumettre aux lois n'a pas en elle-même une valeur morale. Non. Et je pense que c'est l'aspect, disons, le plus, celui qui me pose le plus problème au fond, puisque je connais la profondeur de cette tradition rousseauiste contre laquelle j'essaye de proposer des arguments, et je sais que c'est très très difficile. Je suis pas tout à fait certain d'avoir réussi au fond à construire une argumentation convaincante pour montrer que la liberté politique doit être complètement séparée de l'obligation politique. C'est une chose qui est très importante pour moi. La soumission aux lois, même aux lois que nous nous sommes données, à notre propre volonté, puisque c'est ainsi que c'est formulé, n'est pas la liberté. Alors, est-ce que la notion de légitimité peut servir à résoudre cette difficulté, en tout cas à la faire peut-être mieux saisir son contour ? C'est-à-dire que la nécessité de se soumettre à des lois qui sont dans un pays démocratique, elles sont par principe considérées comme légitimes, amène à reconnaître la légitimité de ces lois sans pour autant leur reconnaître une valeur morale et sans les reconnaître, sans leur donner le statut d'élément conceptuellement fondateur ou caractéristique de la notion de liberté. Oui, je pense que la notion de légitimité, là aussi, pourra être séparée de celle de liberté politique. Au fond, cette idée que nous sommes libres lorsque nous soumettons à des lois que nous sommes données nous-mêmes dans un contexte politique, c'est-à-dire dans le contexte d'un vote, d'une collectivité, pose toutes sortes de problèmes que la pensée anarchiste, d'ailleurs, a essayé de mettre
mettre en évidence qu'il ne pouvait pas y avoir d'unanimité, qu'il y aurait de toute façon une certaine partie de l'ensemble de ceux qui ont participé à l'élaboration de ces lois qui n'auraient peut-être pas le même degré d'adhésion que les autres aux lois qu'ils ont votées et qui pourraient peut-être ressentir cette soumission comme une forme d'interférence qui portera atteinte à leur liberté. Mais je ne suis pas allé dans ce sens-là, en fait. J'ai simplement essayé de donner quelques exemples, comme j'aime bien le faire, en me demandant si l'une des conséquences de cette notion de liberté comme soumission à des lois que nous sommes données à nous-mêmes ne nous contraindrait pas à penser qu'une personne qui se retrouve enfermée en prison à perpétuité pour des lois qu'il a votées lui-même serait libre. C'est ce genre d'argument. Je sais qu'on retrouve dans Rousseau cette idée qu'il devrait y avoir écrit à la porte des prisons vous êtes ici on est libre. Ici on est libre. Mais en fait, quand on lit sa note, c'est pas exactement ce qu'il veut dire. Il veut dire plutôt que la prison garantit la liberté. Mais ceux qui ont fait cette lecture, oui. Pas nécessairement de celui mais il y a eu des emprisonné. lectures de Rousseau qui sont allées dans ce sens-là. Il ne faut pas l'oublier que c'est sur les portes des prisons que le sens de liberté est le mieux. Alors, là encore, malheureusement, nous devons interrompre l'analyse philosophique parce que vous dites dans un chapitre au titre fort amusant, est-ce que le slogan « Vive la liberté » est conceptuellement identique au slogan « Vive la soumission à des lois non arbitraires » Là, vous venez de parler de quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire la loi qu'on se donne à soi-même, qui n'a pas tout à fait le même sens qu'une loi non arbitraire qui régit une communauté à laquelle on a globalement consenti par le fait qu'on reste citoyen de cette communauté. Et donc, c'est loin. On ne va pas reprendre la prosopopée du Criton de Platon, mais quelque chose de ce type s'y joue. Mais je voudrais, dans cette dernière séquence de notre entretien, qui laisse de côté bien des aspects de votre livre, des avancées, des critiques qu'on pourrait formuler aussi, et que je recommande livre que je recommande à tout lecteur de regarder. Je voulais vous citer pour un passage qui peut amener un approfondissement dans notre discussion. Je vous cite, puisque c'est l'endroit où vous avancez de manière la plus nette votre thèse. La conception politique d'ensemble que je me propose de justifier dans ce livre découle de l'idée de liberté négative dans sa version minimaliste. Là, c'est votre conception de la morale que vous souhaitez ramener à un ensemble minimal d'obligations et de normes. Elle est libertaire pour les mœurs et égalitaire du point de vue économique et social. Alors, il est vrai qu'un lecteur non informé de l'histoire de la philosophie, qui connaît que des slogans, se dira « Oh, mais je pensais que l'égalité et la liberté étaient souvent en conflit. Comment une même conception peut être libertaire et en même temps égalitaire ?» Et on voit que l'égalitarisme que vous avez en vue est quand même un égalitarisme assez radical. Au fond, Qu'en est-il de ces deux pistolets qui tirent l'un contre l'autre, comme le disait Pierre Leroux, que sont la liberté et l'égalité? Dans la tradition, d'ailleurs aussi celle d'Isaiah Berlin, qui a une certaine conception du pluralisme des valeurs, une notion qui n'implique pas que toutes les valeurs pourraient être unies et qu'elles pourraient être en conflit. La liberté et l'égalité sont parmi celles qu'il a l'habitude de citer comme étant finalement nous entraînant dans des directions opposées. J'ai eu l'impression que cette façon de repenser la liberté négative comme non-domination, c'est-à-dire comme le fait de ne pas avoir de maître, impliquait par elle-même l'idée d'une certaine forme d'égalité entre les personnes, au moins de façon négative, c'est-à-dire nous n'avons pas de maître, personne n'est notre maître. Donc la notion de liberté politique, telle que je la conçois, c'est-à-dire comme non-domination, elle est nécessairement liée à celle de l'égalité. Ce qui m'intéressait, c'était de donner un contenu plus précis à la notion de non-domination. J'ai essayé de le donner en essayant de la débarrasser de tous les aspects positifs, mais aussi de la caractériser de trois façons différentes, en disant qu'elle devait nous mettre à l'abri de l'exploitation d'autrui, qu'elle devait nous mettre à l'abri de la persécution d'autrui et qu'elle devait nous mettre à l'abri de la liquidation d'autrui. Prenons, par exemple, ça c'est pour les deux derniers, nul ne pourra en contester, mais prenons la notion d'exploitation, par exemple. Exploitation de qui, par qui et dans quel contexte? Parce que tous ceux qui protestent contre les réformes fiscales au nom de la liberté négative, qui est quand même un grand thème de toute l'inspiration des luttes politiques, protestent au nom de ce qu'ils considèrent être comme une forme d'exploitation. C'est-à-dire leur travail est exploité de manière, selon eux, abusive. Évidemment, c'est un sujet que j'essaye d'aborder en examinant les thèses de
de Robert Nozick, qui est un libertarien, qui considère en effet que la taxation exagérée, ou celle qui vise non pas à alimenter l'État pour ses tâches minimales de protection des frontières et de sécurité, etc. Donc tout ça relève... Mais Ruben Augien, sans aller jusque-là, il ne s'agit pas de contester l'absence de taxation au-delà des protections, de l'assurance des fonctions régaliennes de l'État. D'admettre la taxation, mais de contester le principe d'égalité au nom duquel cette taxation se fait. C'est-à-dire demander à participer activement à la définition de ce concept d'égalité, qui est fortement normatif. C'est un concept moral. Alors, vous nous avez mis sur mon rail en discutant de l'exploitation. La question se pose, à mes yeux, non. Mais je voudrais revenir sur cette idée de liberté négative que j'espère à la fois avoir enrichi en intégrant cette notion de non-domination et considérablement appauvri en la débarrassant de tous ces aspects positifs. Donc il y a ces doubles aspects. Mais en même temps, vous la lestez d'une exigence d'égalité qui paraît quand même très directement... Elle n'est pas... d'un souhait de fonctionnement de cette notion de la liberté positive dans un système où l'égalité serait réelle, aurait une véritable existence. Je cite votre expression. Libertaire pour les mœurs, égalitaire du point de vue économique et social. J'ai du mal à voir, si vous le voulez, comment une notion de la liberté négative comme non-domination, donc une notion un peu plus riche que la notion traditionnelle d'Isaiah Berlin, permettrait, comme vous l'avez dit, de justifier la persécution des personnes. Je mets de côté la persécution et l'élimination. Là, donc restons-en sur l'exploitation. Mais c'est sur la question de l'exploitation. Mais même, mettons de côté l'exploitation, si tant est qu'on puisse la définir de manière rigoureuse. Non, c'est pas une question facile. D'ailleurs, il n'est pas plus facile de définir clairement la persécution. La liquidation, c'est la seule chose qu'on peut définir à peu près clairement. Et encore, on peut dire que dans certains cas, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis des crimes affreux, on peut comprendre les deux. Donc, aucune de ces trois notions n'est si claire. Exploitation, persécution, liquidation. En tous les cas, c'est ainsi que j'ai essayé de caractériser de façon concrète ma notion de non-domination. Et c'est en ce sens que je pense qu'elle nous ouvre à une pensée de l'égalité. Mais évidemment, du point de vue philosophique abstrait auquel je me place, il est vrai que je ne suis pas rentré dans les détails concrets de ce que signifiait exactement le fait de ne pas être soumis à l'exploitation, à la persécution et à la liquidation. La seule chose que j'ai essayé de dire, c'est que le libéralisme politique traditionnel extrêmement sensible à la persécution et à la liquidation et nous sert et nous protège bien avec les droits de l'homme, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en réalité, mais au moins nous avons une protection philosophique contre la persécution et la liquidation. En revanche, peut-être parce que c'est une notion plus complexe, nous avons moins de protection de l'exploitation et il faut se tourner du côté de la pensée ou de l'asservissement économique, de l'esclavage économique, etc. Là, il est moins évident que la pensée libérale classique peut nous servir de guide. Donc, j'ai essayé de montrer qu'il fallait l'intégrer, cette notion. Mais en même temps, une définition de la liberté comme non-interférence et non-domination peut être revendiquée par des personnes ou par des groupes sociaux qui sont considérés en position économiquement favorisée. À l'intérieur d'une société, il peut y avoir des positions économiquement favorisées qui ne sont pas des positions de domination. Dans ce cas-là, ces personnes considéreront qu'une certaine mise en œuvre de l'égalité va directement à l'encontre du respect de leur liberté négative et se traduit par des actes d'interférence et de domination. Oui, c'est une revendication qu'ils peuvent nous présenter, qu'on peut évaluer. Je suis parfaitement ouvert. Ce qui m'intéresse... Mais simplement, vous avez déjà conclu vous avez déjà donné le résultat de la confrontation, c'est-à-dire que ça devra être égalitaire. Là, tout est ouvert. Si on doit examiner toutes les revendications, il n'est pas sûr qu'on arrive à un état de choses qu'on pourrait caractériser comme égalitaire. Ce sera peut-être beaucoup plus complexe. Alors, si j'essaye de caractériser la liberté politique comme un état de non-domination, dans lequel nous n'avons pas de maître,
Il est vrai que, en réfléchissant aussi sur ce que signifie la propriété, le fait d'être dépossédé des moyens de production, par exemple, ou d'autres choses qui sont traditionnellement évoquées dans la pensée égalitaire, mon sentiment à ce stade de ma réflexion, c'est que, en effet, on irait vers une forme, si on essayait d'éliminer dans la mesure du possible la domination par autrui, qui peut se faire par des systèmes institutionnels comme ceux de la propriété, on aboutirait quand même, je crois, à quelque chose comme une forme d'égalitarisme traditionnel. Mais je ne pense pas que c'est une position qui est la plus, disons, défendue de la façon la plus systématique dans mon livre. Ce que j'ai essayé simplement, c'est de dire, voilà, la liberté négative, enrichissons-la, parlons de non-domination, définissons la non-domination comme ne pas avoir de maître, même de maître bienveillant et paresseux. Ne pas avoir de maître, ça signifie être à l'abri de l'exploitation d'autrui, à l'abri de la persécution, à l'abri de la liquidation. Maintenant, si vous considérez que lorsque vous avez créé une entreprise qui est prospère, etc., et que vous empêche de le développer sans que vous n'exploitiez personne, sans que vous soyez maître de personne, eh bien dans ce cas-là, cette revendication, je pourrais la reconnaître comme une revendication légitime dans le contexte de la conception que j'essaye de défendre. Et dont le poids le plus fort, en effet, porte sur, à mon sens, le déplacement de cette définition de liberté négative comme dissociée d'une évaluation morale de la légitimité des obligations politiques et donc de la tendance à le considérer comme un élément fort de la liberté, même négative. Vous avez de manière très convaincante, je crois, reformulé la question pour rendre le concept de liberté négative plus rigoureux. Merci Reuven Augien pour cette discussion.